Bien, François Botton nous attend. Donc, après notre première matinée consacrée à mieux connaître un peu l'édifice, vous l'avez vu sous ses aspects à la fois historiques et techniques. Cet après-midi, donc, on vous dévoile le chantier de restauration que d'aucuns d'entre vous ont entrevu hier. Vous verrez, ce sont des interventions qui seront à plusieurs voix. Présentons d'abord le projet. Ce sera le travail de François Botton sur les choix de restauration proposés par la maîtrise d'œuvre à la maîtrise d'ouvrage et sur les moyens de mise en œuvre. Et puis ensuite viendront tout le déroulé du chantier et avec les défis que les entreprises qui sont au premier rang là vous expliquerez. On mettra un accent assez particulier, comme on le disait ce matin, sur la problématique de la protection cathodique des armatures. Et puis en fin d'après-midi, François Botton viendra un peu compléter ces différents propos en rappelant les actions qui ont été les siennes pour préserver, disons, un peu plus l'intégrité de l'édifice et lui donner une allure, une nouvelle authenticité, si je puis le dire. Voilà. Donc, je pense que François Botton est en ligne. Rebonjour à tous. Donc je reprends mon propos sur la partie projet de l'opération. Et nous sommes quittés sur la conclusion de la tranche d'essai, qui était plutôt positif, voire très positif, au regard des questions que nous nous étions, ou plutôt que la tour nous avait posées sur un certain nombre de points, à la fois techniques et éthiques. Donc suite à cet arbitrage de la tranche d'essai, on a pu développer le projet en retenant les propositions validées par le comité scientifique et la maîtrise d'ouvrage qui entérinaient donc notre analyse sur les conclusions de la tranche d'essai. Sur le projet, donc, on a pris une posture et des engagements éthiques qui correspondaient à notre point de vue sur la manière d'aborder la matérialité des choses, à mesure où nous passions d'une phase de réflexion, d'arbitrage à une phase d'exécution. Alors c'est toujours un peu difficile de passer du rêve à la réalité, mais c'est l'exercice auquel nous sommes soumis. Donc, quelques points rapides, donc les attendus que nous sommes posés pour réaliser le projet. Donc en premier, donc le primat à la pérennité des interventions. Nous intervenons sur une tour de 85 mètres de haut. Il ne se traite pas en termes d'entretien et de durabilité, de la même manière qu'un cabanon sur lequel on peut repasser des couches de peinture. Recours exclusif aux méthodes de conservation éprouvées. Alors là, c'est un point très délicat en ce qui me concerne, dans la mesure où j'ai évoqué ce matin, j'ai travaillé une vingtaine d'années sur cette question de la conservation du béton et j'ai vu un certain nombre de solutions émerger, être considérées comme révolutionnaires et fructueuses et peu de temps, ou en tout cas d'être abandonnées sur un délai de temps assez réduit. Donc c'est très stressant quand on travaille sur une tour du calibre de la tour Perret, de considérer que les outils dont nous avons en disposition se réduisent comme peau de chagrin, ce qui est l'impression que me retirent les d'expérience où j'ai vu successivement utiliser des inhibiteurs de corrosion, des anodes sacrificielles, la réalcalinisation. Donc nous sommes vraiment astreints à considérer que ne pouvait être mis au menu du projet que des méthodes reconnues et prouvées ayant un retour d'expérience positif. Relativiser la conservation de la matière sans acharnement thérapeutique. Bien sûr, il s'agit de ne pas s'imposer de règles plus idéologiques que techniques ou architecturales, telles que tout remplacer, tout conserver. Il y a des arbitrages à faire et l'exemple de la tour en est une démonstration flagrante. Permettre la maintenance future avec une réelle réversibilité. Donc j'ai une certaine ancienneté dans le domaine des monuments historiques et on a vu le terme de réversibilité utilisé à tort et à travers dans des situations qui ne le sont pas réversibles. Donc on s'astreint à ce que, effectivement, si nécessité ou possibilité il y a d'établir des dispositions réversibles, elles le soient vraiment. Ensuite, choix pragmatique d'un mix de solutions de restauration hors esprit de système, un sujet, une solution. En aucun cas, il s'agissait d'opter pour une solution générique. On a évoqué le fait que la tour est exposée sur ses différentes faces de manière différentielle. Les dégradations ne sont pas homogènes du rez-de-chaussée au sommet et donc nécessairement les solutions à mettre en œuvre sont différentes pour chaque cas et ce que j'appelle une combinatoire. On a vu que les piliers principaux, leur face externe est traitée en reconstruction, d'autres éléments constitutifs de l'élévation sont traités en conservation
conception. Voilà, cette combinatoire est le propre de l'esprit dans lequel nous souhaitons inscrire notre travail sur la tour. Conservation sans compromis de l'identité générale et maintien des caractéristiques architecturales, dimension détail constructif. Il s'agit effectivement, au-delà des interventions nécessaires qui peuvent être à nous amener à remplacer de la matière ou à intervenir sur de la matière. Il ne s'agit en aucun cas de modifier les caractéristiques architecturales, et cette disposition a commandé le fait que l'on ait poussé, fait prévaloir et voire approuvé le choix du déplacement des armatures des piliers principaux plutôt que du recalibrage de ces derniers, qui changeait les proportions et était à proscrire. Donc l'ensemble de cette position, donc, pour nous constitue pour une restauration pragmatique et crédible du monument. Donc la posture que nous souhaitions prendre au moment de dresser le projet de restauration générale de la tour Perret. Alors, apparaît à l'écran donc un schéma qui était une étape en fait, pas tout à fait à jour. C'était l'étape intermédiaire entre la tranche d'essai et le pro. Nous avons intégré un certain nombre d'éléments qui étaient approuvés, pris un certain nombre d'options qui ont été légèrement modifiées par la suite, mais l'esprit y est quand même. Donc la présentation de ce dessin marque l'illustration de la combinatoire que j'ai évoquée, avec en vert les parties reconstruites. Donc là, on voit le petit schéma en bas à droite de la tour. On voit une partie orange et une partie verte. Donc c'est une section d'un pilier principal. Nous, la partie extérieure est verte et donc reconstruite dans les conditions que nous avons évoquées. L'orange étant traité en protection cathodique. On développera ces techniques un peu plus tard. En bleu correspondent aux parties carbonatées ne présentant pas fort ferraillage, comme les claustras, ou des parties secondaires qui peuvent se contenter d'une restauration traditionnelle complétée par une hydrofugation. Je précise que pour cette catégorie d'ouvrages, en dehors des claustras de la partie basse, l'essentiel sont des parties qui sont accessibles facilement sans moyen de levage important, et donc pour lesquels nous avons considéré qu'on pouvait éviter les interventions lourdes, soit de reconstruction, soit de réparation lourde, soit d'intervention par des méthodes physico-chimiques pour respecter l'esprit de réserve que nous avons exprimé plus tôt. Donc on voit bien que la partie reconstruite est bien circonscrite aux piliers principaux sur leur face extérieure, et donc la partie extérieure et intérieure des piliers n'est pas traitée suivant le même protocole. Donc les travaux qui ont concerné donc, les piliers principaux ont mis en œuvre de l'hydrodémolition, c'est pas du marteau-piqueur, c'est un mode de déstructuration du matériau qui permet, dans certains cas, de déstructurer le béton et conserver les armatures, ce qui a été fait pour la casquette, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc déstructuration du béton pour le maintien d'un nucléus, comme on le voit sur la photo de droite, avec le nucléus de béton initial, les armatures reconstituées donc dans le profil, suivant le profil retenu en maintenant les cotes initiales, et on remarque au passage que les cadres ont été doublés. J'avais évoqué le fait que c'était le point faible structurel dans la conception de la tour, donc les cadres ont été renforcés renforcés en section et doublés. Donc à l'issue de cette phase, on a le bétonnage et les finitions par coffrage planche. Donc le résultat de la reconstruction la face extérieure du pilier, on le voit, c'est la partie droite, donc la partie rectangulaire. La partie formant un X, donc c'est la face intérieure qui est traitée en PCCI, protection cathodique. Ce détail est particulier dans la mesure où il concerne, il illustre ce qui se passe en pied des piliers principaux. On a donc le maintien des ouvrages anciens en rouge, qui sont des armatures ancrées dans le soubassement. Donc on a conservé, et les parties rapportées en noir, qui sont les nouvelles armatures extérieures disposées donc à l'aplomb du soubassement. Sur la partie en X, on a donc en noir fort les armatures principales, les cadres et les petits filants en extrémité des ailes en X. On voit donc une répartition des dispositions en réflexion
sur un nucléus pour la partie rectangulaire, maintient des matériaux en place, sauf réparation ponctuelle, pour les parties en X et notamment donc les corps de moulure, en formant ébine traitées donc par, la PCCI, sachant qu'on souhaitait conserver le linéaire qui était assez important de matériaux sains, carbonatés mais sains sur ces sections en épine. Alors un élément qui n'était pas disposé, pas évoqué dans la tranche d'essai, c'est donc le mode de conservation retenu full authentique, conservé, certes carbonaté, mais saine s'assidu et donc auquel on a appliqué le dispositif de PCCI, protection cathodique par courant imposé, qui sera plus développé un peu plus tard par mon collègue de RMB. Donc je reste sur les généralités, les détails seront traités par l'intervention suivante. Donc en fait, il s'agit de polariser les armatures, sachant que dans un béton ordinaire, les, osatures, les armatures sont anodiques. Donc le principe de la PCCI, c'est, alors je dis ça, je vais peut-être faire bondir les ingénieurs, mais avec des termes simples, de transformer les caches d'armature existantes en cathodes. Donc les protéger électrochimiquement de manière à ce qu'elles ne soient plus soumises à la corrosion. Et donc le côté anodique donc, qui est créé, qui est constitué d'anodes disposées en surface ou dans le béton, pour boucler un circuit dans lequel les armatures existantes se comportent en cathode et les anodes, comme leur nom l'indique, ce sont des anodes, en général traitées en métal non corrodable, euh, avec le résultat que ni ne se corrodent ni les cathodes, donc les armatures existantes, ni les anodes rapportées. Alors, il y a plusieurs modes d'application des anodes. Quand on est sur un ouvrage avec un certain volume, tel que représenté sur le schéma, on utilise des cathodes forées, donc sur quelques centimètres. Donc, on a un forage, une anode dans le forage et les câbles émergents que l'on peut soit noyer, soit laisser en apparent. On verra les dispositions qui ont été retenues de ce point de vue-là. Premier exemple. Deuxième exemple, quand on travaille sur des parois beaucoup plus minces et que une cathode forée n'est pas réalisable, sauf au risque de traverser la paroi, on utilise une anode superficielle, donc qui est en surface de l'ouvrage et qui boucle le système de la même manière avec des câbles qui peuvent soit être laissés apparents, soit être noyés dans le béton. Donc, dans le cadre de la tour Perret, on a utilisé les deux méthodes. Pour les parties minces, comme la balustrade arrondie du niveau de la terrasse principale à 60 mètres, donc il y en a 6 ou 8 cm d'épaisseur de béton, on n'a pas imaginé de faire des cathodes, des anodes forées, mais plutôt des anodes superficielles, donc qui tapissent l'intérieur de la balustrade pour protéger donc, les armatures sans prendre le risque de traverser la paroi. En ce qui concerne le cheminement des câbles, donc il y a un débat qui n'est pas tranché sur le fait de savoir s'ils doivent rester en apparent ou être noyés dans le corps du béton. Les avantages et inconvénients étant, pour ce qui est de le fait de les enterrer, les ennoyer dans des saignées, les rendre invisibles. Par contre, on rend visibles les saignées. Donc, c'est un arbitrage délicat à faire au cas par cas. Donc voilà, en résumé, le dispositif concernant les piliers principaux. Donc la partie de droite, cernée de rouge, donc, est constituée donc, des parties reconstruites. Alors il s'agit pas, on le voit, d'une reconstruction totale, mais parce qu'on garde un certain nucléus, mais c'est reconstruit l'épaisseur traitée en gris donc du pilier dans lequel sont disposées les armatures neuves, reculées de manière à conserver les carissages, les mêmes cotes sur les piliers restitués par rapport à l'existant. Côté intérieur, donc on a les dispositions donc cernées pour les ouvrages cernés de bleu. On a des anodes forées et les prises de connexion
électrique par rapport aux armatures existantes. Alors un point principal de difficulté pour l'application de ce dispositif est le fait que pour que le circuit électrique soit bouclé, il faut que la totalité des armatures existantes soient reliées au système. Si on établit un système de protection cathodique sur 85% du ferraillage existant et qu'on laisse 15% non raccordés au système, on génère potentiellement des désordres de corrosion plus importants que si on n'avait rien fait. Donc c'est un point qui est très très pointé dans la norme et qui pose des vraies difficultés dans certains cas. Si on a un ferraillage assez simple, linéaire, avec peu de connexions, il suffit de connecter l'existant à un bout, et on traite la totalité de la longueur de l'armature, sachant que l'électricité parcourt la totalité de l'armature. Par contre, si on a des multiplications de nombre d'armatures avec des entrecroisements, des connexions qui se font ou qui se font pas, c'est très délicat et on a le risque fort d'en oublier et donc de créer des désordres. Donc il y a un point d'arbitrage délicat, à savoir si effectivement on a les capacités à faire cette continuité, donc on appelle ça la continuité électrique, de raccorder toutes les armatures du système. Si on n'en est pas sûr, il faut proscrire la PCCI. Dans le cas de la tour Perret, c'était assez positif, dans la mesure où, on avait les plans très précis. J'ai pas eu l'occasion de le dire, mais les plans de Perret sont d'une exactitude absolue, dans la mesure où il est passé directement du plan d'exé à la réalisation et partout on a trouvé les cotes exactes, y compris les largeurs de planches, donc les plans étaient fiables. Première chose. Deuxième chose, le ferraillage est relativement simple. On a des filants de fort diamètre et des armatures secondaires de faible diamètre qui se croisent régulièrement à des espacements ordinaires, je veux dire. Donc la situation était plutôt favorable. Par contre, on a pu mettre en œuvre, à titre d'observation, le dispositif selon deux modes. Un mode encastré, c'est-à-dire qu'il a fallu faire des saignées pour passer les câbles, et l'essentiel du dispositif étant en câble apparent, c'est-à-dire qu'en fait, on a des câbles émergents du corps du mur en béton et l'acheminement apparent vers une goulotte, également apparente, l'ensemble étant réversible réellement, mais avec un risque soit de dégradation, des de vandalisme. Enfin, on a un certain nombre de points qu'on pourrait évoquer qui nécessitent un système de maintenance assez rapproché. Si on n'a pas les moyens de mettre en place un système de maintenance, la PCCI est à éviter pour ces raisons. Donc dans l'ensemble de l'opération et du projet, c'est le seul élément qui a eu un caractère expérimental non abouti, on dira. Les choses sont en place, elles fonctionnent, elles sont en cours de test, mais le succès à terme est largement dépendant du système de maintenance qui pourra être mis en place et conservé pour la durée de l'ouvrage. Je ne vais pas m'attarder sur ce détail, c'est une question d'arbitrage de position d'anode, mais ça n'a pas une caractéristique majeure qui nécessite de le détailler. Donc là, c'est un exemple de CCI superficielles où les anodes ne sont pas des tubes cylindriques que l'on place dans un forage. Et là, c'est donc sur un mur peu épais, donc l'application de rubans conducteurs d'électricité, donc des rubans noirs, qui sont appliqués sur le parement intérieur, dans ce cas-là, de l'ouvrage, et qui constituent l'anode du système. Donc là, c'est le deuxième procédé donc de protection cathodique superficielle.
il y a une autre localisation sur l'ouvrage que j'ai indiqué. Donc c'est le garde-corps en berceau du niveau 60, la terrasse principale. Alors, pour illustrer donc l'impact de la protection cathodique, on a eu trois phases. Dans un premier temps, l'entreprise a fait ce qu'elle avait l'habitude de faire, c'est-à-dire d'essayer pour aller chercher les aciers pour assurer la continuité électrique. Compte tenu de l'impact très fort, j'ai interrompu cette mise au point qui s'est établie dans le cadre de pas une so l'essai, la tranche préliminaire de l'installation de protection cathodique, pour passer à un dispositif ponctuel. Non plus avoir des saignées, mais des localisations ponctuelles qui permettent de faire des points de soude, vérifier ou faire des points de soudure à chaque fois que deux aciers se croisent pour que la continuité électrique soit assurée. Alors, je précise bien qu'à chaque fois qu'il y a un croisement d'armature, il faut aller la chercher. La norme dit qu'il faut vérifier la continuité électrique. Elle ne dit pas il faut la rétablir. Mais c'est une évidence. Donc, ça veut dire qu'il y a un réseau de saignées assez important, comme est représenté sur la photo du centre, où on voit le mètre jaune correspond au tracé d'une saignée qui permet d'assurer la continuité électrique. Donc j'ai fait modifier le protocole pour, avec un dispositif de repérage par détection préalable, identifier l'emplacement des croisements d'armatures pour aller faire des refouillements ponctuels que l'on voit sur la photo de droite, qui sont dits plus discrets que les saignées, mais présents quand même. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que pour moi, c'est un sujet qui est encore dont l'applicabilité, l'opportunité doit être vraiment pesée avant de l'appliquer. Donc on a les deux dispositions présentes sur la tour. Donc pour illustrer donc cet arbitrage qui s'est fait pour les refoulements ponctuels, j'ai établi avec l'entreprise le relevé des volumes d'extraction de matière sur les différentes dispositions, avec dans le petit tableau du haut donc les quantités de saignées sur une surface donnée qui correspondait à un étage, il me semble. Le saignée de 15 par 15 donnait 22 500 cm3 de matière déposée. En faisant des saignées plus petites, de 4,5 par 8, on a été à 3600 cm3. Et en refouillant ponctuellement sur le dispositif que j'ai imaginé avec une détection préalable, on passait à 2700 cm3. Donc on est divisé par 10 la quantité de matière sacrifiée pour la réalisation de l'ouvrage, mais il n'en reste pas moins qu'il y a donc un effet sacrificiel et non réversible de prélèvement de matière dans le cadre de l'application de la PCCI sur un ouvrage de cet ordre. Donc ça mérite une réflexion. Par ailleurs, donc, en ce qui concerne la pérennité du dispositif, c'est un dispositif qui est très peu utilisé en bâtiment. C'est quelque chose d'innovant en bâtiment, mais assez pratiqué en travaux publics. Donc le temps de retour d'expérience est plus favorable que d'autres dispositions telles que les inhibiteurs de corrosion ou d'autres systèmes qui ont été abandonnés. Donc là, on a visé la pérennité du dispositif destiné à conserver les parements non reconstruits sur l'élévation de la tour. Donc sur le dispositif pour les piliers principaux, donc on l'a vu en plan. Donc l'idée, alors là, qui est également nouvelle, c'était d'utiliser, on a fait du sourçage de technologie pour importer sur la tour Perret le dispositif de béton projeté qui présente des avantages et des inconvénients.
Donc après la dégradation des piliers par hydrodémolition dont on a vu une image précédemment, on va projeter donc dans un coffrage plan, sans planche parquet, donc la partie structurelle du pilier. C'est la partie de droite. On a un matériau qui est très, très granuleux, qui est appliqué avec une bonne forte pression, qui pénètre bien les interstices du béton existant et qui vient constituer donc la structure du pilier. En précisant que en ce qui concerne le béton projeté, dès lors que l'on a appliqué le matériau, on ne doit pas le retravailler. On ne peut pas imaginer sur cette première passe de béton projeté d'appliquer les planches. Donc on laisse prendre cette première couche structurelle, derrière laquelle on vient plus tard donc projeter une couche plus liquide, plus mince, sur laquelle on applique par pression les batteries de planches pour obtenir un parement tel qu'on le souhaite. Donc on obtient un matériau, un organe de pilier à trois constituants: le nucléus, le béton projeté structurel et le béton projeté cosmétique, on va dire, sur lequel on applique par pression les panneaux de planche. Donc cette utilisation d'un matériau plutôt du BTP, des travaux publics, que de l'architecture monument historique est une nouveauté, et on bénéficie de ce dispositif des avantages sans les inconvénients du matériau béton projeté. Une fois qu'on a projeté le béton et constitué la partie structurelle, on vient appliquer des châssis en bois, donc sur la partie, comme on voit sur la photo de droite, on vient appliquer des panneaux avec une forte pression à frais, donc pour obtenir le rendu négatif des panneaux de planche. Le tout, donc une fois décoffré, se présentant comme un pilier coffré en planche brute, tel que c'était à l'avance, préalablement aux travaux. Merci.